Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Boris Diliès. Bonjour. Bonjour. Député bruxellois, échevin à Uccle. Jacqueline Galland, est-ce que c'est une bonne ministre ? En tout cas, moi je trouve que c'est une femme extrêmement courageuse. Je trouve qu'elle est courageuse, elle est opiniâtre. Pour l'instant, elle en prend plein la figure. Moi, je vous avouerai que j'ai du mal à assister effectivement à ce jeu de massacre où tout le monde vient expliquer qui connaît par cœur le dossier. Je n'aime pas l'attitude qui est prise vis-à-vis d'elle pour le moment et je trouve qu'elle est extrêmement courageuse. Bon, l'opposition fait son travail quand même de relever les points qui ne vont pas. L'opposition fait son travail. Maintenant, j'ai aussi l'impression que c'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on doit pouvoir taper pour taper. Je pense que lorsqu'on critique et qu'on est dans l'opposition, il faut savoir aussi de quoi on parle. J'ai pas le sentiment que ce soit toujours le cas. Je voyais M. Nollet qui faisait des critiques un peu dans tous les sens, qui ferait bien d'ailleurs regarder dans son assiette quand on voit ce qu'il a laissé comme dossier comme ministre au niveau du photovoltaïque. Donc je pense qu'il y a un peu plus de dignité à avoir de la part de l'opposition que de se livrer à ce jeu de massacre malgré tout. Est-ce que la semaine prochaine, ça va permettre d'y voir un petit peu plus clair ? Oui, c'est clairement l'idée. C'est que la semaine prochaine, on sait qu'il y aura toutes les explications avec toutes les pièces qui seront apportées et qui seront communiquer à la Chambre, et je pense que ça permettra d'y voir parfaitement clair. Oui. Il faut une confrontation entre la ministre et le directeur de l'administration ? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'attends vraiment de voir ce qui va se dire à la Chambre et quelles sont les pièces qui seront apportées. Mais je pense que ce sera effectivement une très bonne chose que Jacqueline Galland puisse clarifier de manière sereine et donner tous les éléments de ce dossier. Jusqu'à présent, on lui reproche d'avoir menti ou en tout cas de ne pas avoir tout dit directement. Est-ce qu'on peut se permettre ce genre d'oubli à ce poste ? Mais j'attends de voir, à nouveau j'attends de voir s'il y a eu oubli ou pas. Moi je ne crois pas du tout qu'il y ait eu mensonge. Alors hier fuitait dans la presse l'avant-projet de loi concernant le survol, un projet qui est attendu ici pour la fin de l'année. C'est pas le document final qu'on a eu ? Manifestement non, mais là aussi je sais ce que je vois dans la presse, donc je n'ai pas beaucoup plus d'éléments à ce jour. Je pense que dans les jours prochains, on y verra aussi plus clair par rapport à ce dossier-là. Ouais. On croit ici que l'organe de contrôle, l'autorité indépendante qui doit être mise en place, quand on lit ce qui est déjà dans la presse, on voit que c'est 10 personnes qui vont être nommées par la ministre. On croit qu'elle n'aura peut-être pas assez d'autonomie et qu'elle sera trop politique. C'est ce qu'on croit, moi, à nouveau, je fais confiance à Jacqueline Galland. Elle hérite, vous savez, avec le survol, elle hérite d'un dossier où tous ses prédécesseurs se sont cassés les dents. Hein. Donc, c'est vraiment un dossier qui est extrêmement compliqué, mais elle a le mérite de prendre les devants et de faire en sorte qu'on puisse aboutir à un compromis acceptable. Et ça, je trouve que c'est déjà franchement pas mal. Il n'y a pas un risque ici de voir la DGTA, la Direction Générale du Transport Aérien, vider de sa substance au profit de Belgocontrol ? Je ne le crois pas. Je pense qu'on s'oriente, à mon avis, vers un compromis qui est de bon ton et qui permettra surtout de sortir de l'ornière sur un dossier qui traîne quand même maintenant depuis pas mal d'années et que Jacqueline Galland a le courage de prendre à bras le corps. Ouais, alors, on voit le dossier ici de Jacqueline Galland, le dossier de la ministre Marguem. C'est pas facile au MR pour l'instant. D'abord, il faut rappeler quand même qu'on est le seul parti francophone du gouvernement. Donc on a beaucoup de ministres, donc on a potentiellement parfois plus de difficultés aussi. Ça va un petit peu de soi. Alors c'est vrai que ça tangue. Bon, ça fait partie du jeu politique, même si, comme je le disais, ça doit rester correct aussi. Comment on vit ça en interne ? C'est pas agréable, on va pas se mentir. Lorsque vous avez des amis, des collègues de votre mouvement qui sont mis en difficulté, qui sont attaqués de toutes parts et qui sont parfois salis, ce sont pas des moments agréables, bien entendu. Ouais, alors s'ajoute à ça ce qu'on appelle le Kazakh Gate. Il y a eu une série d'auditions qui ont été faites. Armand de Decker a été entendu 2 fois comme suspect dans cette histoire-là. Il a toujours votre confiance et votre soutien ? Oui, absolument. Je vais vous dire d'abord, pour moi, le fait politique n'exclut pas que du contraire les amitiés. Les amitiés en politique, ça existe. Il se trouve que j'ai beaucoup d'amitié, beaucoup de respect pour Armand de Decker. Donc la réponse à votre question est clairement oui. Ouais, et si on continue à avancer dans les choses, il y a inculpation, est-ce qu'il va pouvoir rester en place ? Moi, je pense pas que ce soit utile d'évoquer des choses qui, pour l'instant, n'ont pas lieu, en réalité. Donc, moi, je crois que tout ça va, en tout cas, je l'espère, évidemment, se terminer tout à fait sereinement, mais clairement, je reste un ami et un proche d'Armand de Decker. Mais s'il devait faire un pas de côté, est-ce que vous pourriez, par exemple, prendre les rênes d'Uccle jusqu'à la fin de la législature ? C'est des cas qu'on peut envisager. Oui, mais enfin, avec des si, on fait beaucoup de choses. Par ailleurs, je n'ai jamais caché mes ambitions pour le poste de bourgmestre d'Uccle, donc il n'y a pas de scoop par rapport à cela. Lors des dernières élections régionales, j'ai réalisé, tout parti confondu, le premier score sur ma commune. Donc là-dessus, je n'ai jamais fait de mystère. Mais pour autant,
Ici, ça n'est pas le sujet, ça n'est pas le débat, la question ne se pose pas ici et maintenant. Alors si on voit un peu plus loin, pour 2018, les élections communales, est-ce que vous êtes candidat pour la tête de liste ou vous laissez la place à Didier Reynders? Comment ça se passe? Alors, à nouveau, pour l'instant, 2018, c'est quand même dans 3 ans. Pour l'instant, ça se prépare à l'avance dans les états-majors des partis. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de décision qui est prise. Ce qui est certain, c'est que moi, je m'inscrirai dans une décision qui se fera de toute façon dans l'unité. Alors, puisqu'on parle d'Uccle, est-ce que Uccle a déjà un centre pour réfugiés? Alors, Uccle, en réalité, accueille déjà depuis, maintenant, ça fait une dizaine d'années qu'il y a à peu près 900 réfugiés qui ont été accueillis sur Uccle. Le CPS sur les 10 ans, lui-même, sur les 10 ans, bien sûr. Le CPS lui-même a mis une structure en place. Il a été, avec Jean-Luc Van Raas, le premier CPS de la région, à avoir son propre parcours d'intégration. Il travaille en étroite collaboration avec l'échevin de l'action sociale Valentine Deloire. Et donc, Uccle prend sa part, et ce qui est bien normal dans le cadre de l'accueil des réfugiés. Ouais, on entend ici Théo Franken qui lance un appel aux communes en disant proposez maintenant des nouveaux lieux d'accueil, il faut des places en plus. Oui, mais je le comprends. Je pense que tout ne peut pas être fait par le fédéral. Le fédéral ne peut pas tout. Donc les communes, bien entendu, doivent prendre leur part. Et la vôtre va faire quelque chose en plus? La mienne va continuer effectivement à prendre sa part, incontestablement. Vous savez, la réalité, c'est qu'il y a aussi à faire preuve de beaucoup de pédagogie. Il est bon de rappeler qu'on parle de gens qui fuient la guerre, donc qui essayent vraiment de sauver leur peau. Donc sur un sujet aussi grave que celui-là, il faut absolument que chacun prenne sa part, le fédéral comme les communes. Ouais, et donc un travail de pédagogie par rapport aux habitants, parce que vous ressentez des craintes Bien sûr, parce qu'il y a toujours la crainte de l'étranger. Et c'est vrai que, je dis, à Uccle, on va préférer voir arriver éventuellement certains Français, notamment pour des raisons fiscales, même si beaucoup de Français, et la majorité même, et notamment ceux qui sont à Uccle, ne sont pas à Uccle et à Bruxelles pour des raisons fiscales. Mais c'est un fait. Et à côté de cela, quelqu'un qui fuit la guerre, qui risque sa peau, là on lui dirait non, reste chez toi et fais-toi tuer. Il faut aussi pouvoir à ce niveau-là faire preuve d'humanité minimale, mais il y a un travail de pédagogie à faire, ça c'est évident. On attend un plan de répartition pour le mois de décembre au niveau national. Il y a déjà 500 réfugiés qui doivent être répartis entre les 19 communes. On parlait de diviser simplement en 19. Oui. Scarbet, pas trop d'accord, en disant nous on a déjà accueilli beaucoup, il faut que ce soit équitable. Quels sont les critères qui doivent présider à cette répartition? Mais je pense qu'il faut voir aussi quelles sont les infrastructures existantes dans les communes, parce que c'est vrai que les communes ne bénéficient pas actuellement de toutes les mêmes infrastructures. Donc je crois qu'il y a quand même un cadastre à établir sur ce qui est possible de faire d'une commune à l'autre. D'autant qu'il y a des communes qui sont beaucoup plus grandes, d'autres qui ont beaucoup d'infrastructures, d'autres moins. Donc je crois que ce sont des critères essentiels, c'est de faire ça de manière organisée et intelligente, précisément pour que les choses se passent humainement correctement. Alors, on en vient à la question des tunnels. On a entendu cette semaine un bloc qui se détache, on doit fermer des tunnels par mesure de sécurité. Vous avez une inquiétude pour le très grand tunnel Léopold II qui va du centre-ville jusqu'à l'arrière de la basilique. Oui, il y a une inquiétude parce que ce tunnel qui a une trentaine d'années est en très mauvais état. En janvier dernier, il y a un automobiliste qui a reçu une pierre sur son pare-brise. Heureusement, sans plus de gravité, mais quand même, on a frôlé la catastrophe. Et ça fait plusieurs années qu'on reporte les échéances de travaux indispensables à ce tunnel. Il y a des expertises qui disent clairement que si, en 2020, rien n'est fait, il faudra le fermer purement et simplement. Donc, il est vraiment urgent d'agir parce que c'est une question de sécurité pour les 65 000 automobilistes qui empruntent ce tunnel chaque jour. Est-ce qu'il faut le garder ? Mais moi, oui, je pense qu'il faut le garder, parce que j'ai entendu ci et là certains de mes collègues du CDH ou d'Écolo évoquer le fait que finalement on pouvait aussi le supprimer, mais où mettons les voitures On est dans une logique où la région veut réduire le trafic automobile à Bruxelles, on a mis le centre en piétonnier, on pourrait se dire c'est logique. Moi, je ne suis pas opposé au fait de réduire le trafic automobile. Je pense que les aspects de mobilité ne vont pas se régler uniquement par le vélo, uniquement par le métro, uniquement par la voiture. Je pense que là-dessus, c'est vraiment l'intermodalité qui doit jouer. Pour autant, ici, c'est le plus long tunnel de Belgique. C'est un tunnel qui a aussi, par définition, une vocation économique. Donc il faut faire très attention aussi à ne pas faire en sorte que Bruxelles soit définitivement et complètement asphyxiée, parce qu'il y va aussi de l'économie de la région. 140 millions d'euros que ça coûterait, la région a les moyens ?
Mais la région pourrait avoir les moyens. La réalité, c'est qu'il faudrait pouvoir commencer alors à inscrire ça au budget, à lancer les procédures, les demandes de permis et à faire le nécessaire. Pour l'instant, c'est systématiquement reporté. On dit on va regarder, on va voir. Ce qui est plus inquiétant, c'est que les expertises qui ont été réalisées concernant la rénovation de ce tunnel et les impacts liés à la rénovation de ce tunnel ne prenaient pas en compte le piétonnier qui, entre-temps, est venu se greffer. Donc ça, c'est potentiellement, effectivement, très grave parce qu'il faut éviter un chaos en termes de mobilité qui soit total sur la région, dans la mesure où, évidemment, le piétonnier aura un impact. Et là, il faut en tenir compte. Donc il faut qu'il y ait aussi une concertation commune-région. Donc là, vous demandez qu'on accélère un petit peu le dossier. Je demande qu'on accélère, qu'on se concerte, parce que c'est déjà extrêmement compliqué en matière de mobilité, donc si possible, n'en rajoutons pas. Alors, autre dossier, Airbnb, hein, l'offre double en Belgique, beaucoup de succès. On voit que c'est Bruxelles qui fonctionne très très bien, avec ce système où les particuliers louent une partie de leur logement ou en totalité. Est-ce qu'il faut légiférer ? Alors, je pense que ça peut être effectivement utile de légiférer. Il y a beaucoup de grandes capitales en Europe qui l'ont fait. Mais attention à ne pas asphyxier, parce que c'est souvent aussi le problème de ce gouvernement, c'est que il ne vit pas toujours avec son temps, le gouvernement bruxellois. Il a peur de tout ce qui est nouveau, il ne comprend pas grand-chose à ce qu'est l'économie collaborative. Or, Airbnb, c'est 350 000 personnes, rien que cette année, qui ont utilisé à Bruxelles Airbnb. Donc, c'est aussi une manne économique très importante. On a vu que dans les capitales où ça fonctionnait très bien, les hôtels fonctionnaient également très bien. Donc là, il y a une concurrence qui est plutôt saine, il y a une véritable émulation. Donc il faut veiller à ne pas asphyxier Airbnb, des règles sans problème, mais ne faisons pas une usine à gaz qui consisterait à finalement empêcher la plupart des personnes à la fois d'exploiter Airbnb comme offrant, et également ne réduisons pas l'offre parce que c'est une manne très intéressante pour le tourisme, pour la ville et la région. Quand on consulte l'administration fiscale pour l'instant, ils disent attention, pour ça, il faut être indépendant, complémentaire, mais il faut avoir aussi être inscrit à la TVA. Oui, mais c'est ça aussi. Je pense que là-dessus, il y a matière à légiférer. Le problème, c'est souvent le problème à Bruxelles, c'est que voilà, les choses nouvelles arrivent, le monde change, le monde évolue, et on dit « Ah oui, mais non, attendez, c'est pas possible parce que moi, j'aimerais bien qu'on agisse sur base du fait que nous sommes la capitale de l'Europe et qu'à ce niveau-là, il faut oser et il faut innover et il faut accepter à ce moment-là de modifier le cadre. Et lorsque le cadre ne correspond pas, il faut pouvoir l'adapter parce qu'encore une fois, il faut des règles, on est bien d'accord, mais il ne faut pas faire en sorte que ces règles fasse en sorte de tout stopper. Airbnb et Uber, même combat pour vous ? C'est différent parce que Uber n'est pas au sens propre, au premier degré du terme, l'économie collaborative. Uber offre, comme d'autres acteurs du type Uber, de multiples avantages. C'est un dossier sur lequel on reviendra, mais ce n'est pas la même chose parce qu'ici, vous avez à peu près la moitié des personnes qui sont offrants au niveau d'Airbnb, eh bien, font ça pour arrondir leur fin de mois. Donc c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Et veillons donc à nouveau à ne pas asphyxier cet aspect-là, à la fois pour les personnes qui peuvent en bénéficier comme offrant, mais aussi par rapport aux touristes qui viennent. Il y a 2,5 millions de personnes qui transitent par Bruxelles chaque année. C'est important, il faut en tenir compte. Très bien. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, dans Les Experts, les invités seront Barbara Tract et Fabien Minguin. Passez un excellent week-end.